Oh, titou d'amour, titou d'amour. Ça y est. Ah, oh, tu me pinces là, tu me pinces. Et Yosh, comment ils vont les abonnés? D'ailleurs, en parlant d'abonnés, je ne le dis jamais en début de vidéo, mais là, je vois que ça devient... partout, tout le monde fait ça. Donc, du coup, je vais le dire en début de vidéo, il faut vous abonner. Vraiment, je vais devenir un vrai forceur avec ça. Parce que vraiment, genre, j'ai 92% de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées. Du coup, là, vous quittez le plein écran. Vous allez tout de suite cliquer sur vous abonner en dessous. Vous n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et je vous laisse 10 secondes. Allez-y. Ça y est, vous avez cliqué sur s'abonner. On va pas y aller par 4 chemins. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du premier rappeur, je me suis tapé, c'est incroyable, de France. Alors vous me direz, oui Ulysse, c'est quoi ces conneries? C'est qui le premier rappeur de France et tout? On attend la réponse, gna 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 gna. Enfin, bref. 2 secondes, j'y viens. Le premier rappeur de France, mesdames et messieurs, c'est... Roulement de tambour s'il vous plaît. Georges Brassens. Alors vous me direz, oui Ulysse, c'est quoi ces conneries? Georges Brassens, premier rappeur de France. Bon, on va y venir. Tout ceci, toute cette vidéo a pour but de 1, vous instruire, de 2, vous instruire, de 3, vous instruire, de 4, vous instruire, de 5, éventuellement, peut-être éventuellement, vous instruire. C'était Georges Brassens. On va d'abord vous raconter l'histoire de Georges Brassens, parce que Georges Brassens n'est pas n'importe qui, mesdames et messieurs, attention. Et après, on va y venir, on va savoir pourquoi, pour moi, Georges Brassens est le premier rappeur de France. Vous êtes prêts? Non. Je suis le pornographe du phonographe. Georges Brassens est né le 22 octobre 1921 à Sète. Il est entouré de sa mère Elvira, de son père Jean-Louis Brassens, attention, et de sa demi-sœur Simone Comté, comme le fromage. Ou c'est peut-être Comte, je sais pas. Simone, qui est donc née d'un premier mariage de sa mère et tout ça, donc l'homme a priori est décédé sur le champ de bataille. Enfin, bref. Il est aussi également entouré, dans cette fameuse maison à Sète, de ses grands-parents paternels, Jules et Marguerite. La mère de Georges Brassens est une catholique de grande dévotion. Donc Jean-Louis Brassens, lui son père est un entrepreneur, de la maçonnerie, voilà, il est paisible, généreux, il est libre penseur et il est doté d'une indépendance d'esprit. Il est également anticlérical. Alors, qu'est-ce que l'anticléricalisme? C'est un système opposé aux tendances du clergé. Voilà, je vous mets une petite... hop, je vais la mettre ici, là. Pardon, je me sers maintenant de petite anecdote en passage. Là, maintenant, je me sers de ma télé comme écran de retour. Et du coup, maintenant, je peux m'apercevoir que j'ai un nez... C'est un bec de corbeau, hein, clairement. On est... Voilà. C'est nickel. Mais du coup, je me rends compte de ça. Et je peux aussi m'en servir du coup. Ça, je reste dans le champ. Donc ici, là, je vous mets la définition de qu'est-ce que l'anticléricalisme. De là, Jean-Louis Brassens refusera d'assister à la communion de son fils. D'ailleurs, ils avaient 2 caractères très différents, mais il y avait une chose qui les réunissait, c'était le goût de la musique. D'ailleurs, tout le monde chantait chez les Brassens sur le rythme endiablé du phonographe. Alors, qu'est-ce qu'un phonographe? Du coup, je vous le mets là. Ensuite, vient le temps des études, et oui, parce qu'on ne reste pas un enfant toute sa vie. À 4 ans, il rentre donc dans l'institution catholique des Sœurs de Saint-Vincent, et il en sort 2 ans après pour rentrer dans l'école communale. Selon les désirs de son père, évidemment, à l'âge de 12 ans, il entre ensuite au collège, et notre ami Georges est loin d'être un élève studieux. Non, non, non. Ses amis le décrivent d'ailleurs comme plutôt rêveur en classe. Et d'ailleurs, après l'école, il préfère les jeux, les bagarres, les bains à la mer et les vacances. Hein. Quel enfant n'aime pas les vacances, évidemment. Afin qu'il ait de meilleures notes, sa mère lui refuse de suivre des cours de musique et il ignora tout du solfège, donc jusque très tard. Mais cela ne l'empêchera pas de griffonner d'ailleurs des petites chansonnettes sur ses premiers poèmes. En 1936, donc, il s'ouvre à la poésie grâce à son professeur de français, Alphonse Bonafé. Son intérêt croissant d'ailleurs pour la poésie ne lui ôte pas le goût pour les 400 coups. Il se retrouve donc mêlé à l'âge de 16 ans à une fâcheuse aventure. Dans le but de se faire de l'argent de poche, lui et sa bande de joyeux lurons, hein, ils font du coup les
400 coups, ils commettent quelques larcins, ils volent des proches notamment. Et Georges, lui, vole une bague et un bracelet à sa sœur. Du coup, lorsque la police arrête enfin les coupables, ça fait un peu scandale. Forcément, Sète, c'est une petite ville, c'est pas à l'époque, hein, c'était pas un truc énorme. Et voilà, du coup, bon, ça fait forcément les gros titres, entre guillemets, là-bas, quoi. Donc, son père, Jean-Louis, est quelqu'un de très indulgent, donc quand il va aller le rechercher au commissariat, il va lui adresser aucun reproche. À l'issue de ça, Georges, pour remercier son père de son indulgence, il lui écrira une chanson qui s'appellera Les 4 bacheliers. D'ailleurs, par égard pour son père, il ne la chantera qu'après sa mort. Nous nous fîmes un peu voleurs et l'on vit 4 bacheliers sans vergogne qu'on emmène les mains liées, les mains liées. On fit venir à la prison sans vergogne les parents des mauvais garçons, mauvais garçons. Les 3 premiers pères, les 3 sans vergogne, en perdirent tout leur sang-froid, tout leur sang-froid. Fils indigne, je te renie, je te renie. Le 4e des parents sans vergogne, c'était le plus gros, le plus grand, le plus grand. Quand il vint chercher son voleur sans vergogne, on s'attendait à un malheur, à un malheur. Mais il n'a pas déclaré non, sans vergogne, que l'on avait sali son nom, sali son nom. Mais je sais qu'un enfant perdu, sans vergogne, a de la chance quand il a sans vergogne un père de ce tonneau-là, ce tonneau-là. De là, après cette mésaventure en 1939, il va se prendre une condamnation donc d'emprisonnement avec sursis. Et donc il ne retournera pas au collège, il passera l'été reclus chez lui et d'ailleurs se laissera pousser la stache mou. Le 3 septembre, la guerre éclate contre l'Allemagne et donc forcément il pourrait devenir maçon comme son père, mais lui il a pas envie. Lui ce qu'il veut en gros c'est monter à Paris, loin de tout, loin de ses problèmes et surtout loin de là où il a une sale réputation. En février 1940, Georges est hébergé chez sa tante avec ses parents, évidemment c'est sa tante maternelle. Dans le 14e arrondissement d'ailleurs, chez elle il y a un piano, il en profite pour apprendre à faire du piano, gratter 2-3 trucs, malgré le fait qu'il ne connaisse rien au solfège. Pour ne pas vivre aux dépens de sa famille et de sa tante, il va aller chercher un petit boulot en fait, et il va aller bosser dans les usines Renault qui se trouvent à Boulogne-Billancourt. Ça va pas durer très longtemps parce que le 3 juin, Paris et la banlieue, enfin bref, tout ça, ça va être bombardé. L'usine où il bossait va être touchée évidemment. De là ensuite, ce qui se passe c'est que Paris est occupé par l'Allemagne et par la Wehrmacht. Évidemment, vu que tout travail profite à l'occupant, lui, il décide de pas retourner bosser là-bas. Donc Georges va aller passer l'été entier à Sète, et ensuite, quand il va revenir, évidemment, la capitale étant toujours occupée, il va passer ses journées à la bibliothèque. Et vu qu'il sait qu'il a des grosses lacunes en termes de connaissances littéraires, de poésie, etc., il va aller passer ses journées à la bibliothèque plutôt que de travailler, parce que, évidemment, on l'a dit, tout travail profitant à l'occupant, lui, ça ne l'intéresse pas. Donc, il va aller apprendre la versification, il va donc lire du Baudelaire, du Villon, du Verlaine, du Hugo,
et beaucoup d'autres d'ailleurs, il va acquérir une certaine connaissance littéraire qui va donc le pousser à écrire ses premiers recueils, ses premières poésies, et donc avec l'argent de ses proches, etc. Ah, j'adore quand tu viens me déranger quand je travaille. Waouh, c'est incroyable. Oh loulou, oh écoutez-le, oh, c'est un loulou malheureux. Il sera publié en 1942 grâce à son argent, l'argent de ses proches, etc. Voilà, ses amis, sa tante, et même d'une amie de celle-ci, qui n'est autre que Jeanne Planche, la couturière, avec qui il va d'ailleurs partager une petite histoire de romance. Enfin voilà, tout de suite une photo de Jeanne Planche et de Georges Brassens, vous allez voir, c'est exceptionnel. Nouveau chapitre, Brassens la controverse. Après plusieurs auditions infructueuses, Brassens, découragé, deux amis sétois qui bossent chez Paris Match vont le soutenir et l'aider comme ils peuvent en fait, et donc ils vont lui obtenir une audition chez Patachou, et donc le jeudi 24 janvier 1952, dans le cabaret à Montmartre, il y va, et donc au bout de quelques chansons, Patachou, elle est évidemment conquise par Brassens, va proposer ses chansons à Patachou, mais Patachou, elle va lui dire non, moi je veux que ce soit toi qui les chante et tout sur scène, et donc il va le faire d'ailleurs, malgré son trac, il va aller sur scène, il va jouer, etc. Et il sera accompagné d'ailleurs du bassiste de l'orchestre du cabaret Montmartre 3-2 chez Patachou, donc qui n'est autre que Pierre Nicolas. Quand Patachou parle d'ailleurs de sa découverte à un homme qui s'appelle Jacques Canetti, qui tient le théâtre des Trois Baudets, et qui est également directeur artistique de la firme phonographique Philips. Philips qu'on connaît tous, qui font des télés. Le 9 mars donc 1952, il sera au cabaret de Patachou, Jacques Canetti on parle évidemment, il va au cabaret de Patachou, et donc Georges Brassens joue devant lui, etc. Et donc pareil, lui, il est emballé, et Jacques Canetti va réussir à convaincre le patron de chez Philips de signer un contrat à Georges. Le 19 mars, donc, il va à la salle Pleyel, au studio de la salle Pleyel, il va enregistrer Le Gorille. Le Saint-Jean sortant de sa cage dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage. Vous aviez deviné, j'espère. Gare au gorille. Le mauvais sujet repenti. Je vis que j'avais affaire à une débutante. Laver le don, c'est vrai, j'en conviens, laver le génie. Mais sans technique, un don n'est rien qu'une sale manille. Certes, on ne se fait pas putain comme on se fait nonne. C'est du moins ce qu'on prêche en latin à la Sorbonne. Me sentant rempli de pitié pour la donzelle, je lui enseignais de son métier les petites ficelles. Je lui enseignais le moyen de bientôt faire fortune, en bougeant l'endroit où le dos ressemble à la lune. De là va naître un petit truc quand même, parce que Le Gorille et Le Mauvais Sujet Repenti, c'est quand même deux chansons assez controversées de Brassens à l'époque. Aujourd'hui, on banaliserait le truc, mais voilà, ça a pas mal évolué. Mais à l'époque, donc les collaborateurs de chez Philips sont offusqués par ce que fait Georges. Pour, entre guillemets, qu'il puisse quand même être produit, ils vont trouver une alternative. À l'époque, Philips rachète donc Polydor, et ils se disent, bon bah, on va foutre Georges chez Polydor. Georges est engagé au théâtre des Trois Baudets, et donc il va jouer tous les soirs avec un public qui sera à la fois charmé et d'autres qui seront à la fois offusqués de ses chansons, comme par exemple Hécatombe. Au marché de Brive-la-Gaillarde, à propos de bottes d'oignons, quelques douzaines de gaillardes se crêpaient un jour le chignon. À pied, à cheval, en voiture, les gendarmes mal inspirés vinrent pour tenter l'aventure d'interrompre les chauffourées. Or, sous tous les cieux, sans vergogne, c'est un usage bien établi. Dès qu'il s'agit de rosser les cognes, tout le monde se réconcilie. Ces furies perdant toute mesure se ruèrent sur les guignols et donnèrent, je vous l'assure, un spectacle assez croquignol. Le Gorille, bien évidemment, consistait à faire ce qu'on appelle vulgairement du bouche à oreille. Hein. C'est comme ça qu'il va faire parler de lui. En 1953, tout le monde veut Georges Brassens, et Georges va décider d'aller jouer à Bobino, où ça va devenir en fait tout simplement sa salle de prédilection. Il va l'appeler l'usine d'ailleurs, un petit nom charmeur pour dire à quel point on charbonne, on trime comme pas possible à l'usine. Ça devait être, je suis sûr que c'était le slogan des gens à l'époque. Pas d'accord avec moi, mon loup? L'usine. Là où les gens triment dur. C'était jeunesse.
Oh, je vais faire un jingle. Je vais l'appeler Georges Malaise. Tout de suite, le jingle Georges Malaise. C'était Georges Malaise. Georges Brassens, de là, à l'époque, lui, il hésitait entre donc une carrière d'auteur-compositeur et une carrière d'auteur-compositeur-interprète. Lui, en fait, il va... C'est pas moi qui le dis, hein, du coup, c'est son histoire. Il est loin de juger la chanson comme une expression poétique mineure. Il considère que cet art demande une parfaite maîtrise des mots, comment placer le mot sur la note. Il est extrêmement à ça et il s'attache à écrire les meilleurs textes possibles. Il est jamais satisfait, il les remanie très régulièrement et même de là, il va changer un mot, un truc et puis ça va peaufiner le truc jusqu'à avoir atteint l'équilibre parfait pour lui. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que la chanson Le Gorille va être interdite en fait sur les radios françaises pendant des années et des années, d'ailleurs même au Luxembourg. Il va falloir attendre la création de Europe 1, que tout le monde connaît aujourd'hui, Europe 1 ça existe toujours, en 1955 pour qu'elle soit diffusée sur les ondes. D'ailleurs, Brassens va s'auto-censurer sur ce morceau, il va enlever la dernière strophe. Nous terminerons cette histoire par un conseil au chat fourré, redoutant l'attaque notoire qu'un d'eux subit dans des fourrés. Quand un singe fauteur d'opprobre hante les quartiers, les rues de leur quartier, ils n'ont qu'à retirer leur robe ou même mieux changer de métier. Voilà, on sent qu'il avait une petite haine contre les juges, les magistrats, etc. D'ailleurs, évidemment, puisque c'est un anarchiste. Ça, c'était l'histoire de Georges Brassens. Et ce qu'on peut noter dans ce que j'ai cité, c'est que Georges Brassens s'attache à bien placer, à trouver l'équilibre parfait sur le mot, la note, le placer exactement au bon moment. De un, ce qu'on peut noter, c'est que dans le rap, aujourd'hui, c'est soit du rap conscient, style Kerry James. Lettre à la République, à tous ces racistes, à la tolérance hypocrite, qui ont bâti leur nation sur le sang, maintenant s'érigent en donneurs de leçons. Pilleurs de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. Et maintenant, vous devez assumer. Kenny Arcana. La rage d'avoir grandi trop vite. Quand des adultes volent ton enfance, pas imagine un mur et un polybarrage. Népal. Je calcule ma trajectoire car une vie peut se résumer en 4 phrases. Néglige pas le taf. Made in. Un gros smack aux smacks de France qui n'ont pas cédé aux polémiques. Le piano n'assassinera jamais le pianiste, même s'il n'aime pas la musique. Et beaucoup d'autres, conscients ou alors rap provocateurs comme Caris. Goulag, le goulag, le goulag, le goulag. Elle aime le train de vie, elle connaît ce goût-là. La vitesse, gros gamos, ça a l'air Sergio Ramos. Dans le passé, dans le futur, je suis vénère comme Thanos. Booba. On en est, je peux même pas dire que je suis déçu, je m'en bats les couilles en vrai. Et c'est là où, voilà, il y a même différents styles de rap. On peut pas comparer évidemment du Georges Brassens de l'époque avec du rap d'aujourd'hui. Enfin, on peut pas comparer, oui et non. Disons que Georges Brassens adorait faire des textes provocateurs, mais pas que. Il écrivait aussi des trucs beaucoup plus conscients. Au niveau de la similitude, évidemment, pour moi, déjà, Georges Brassens, il avait une guitare et il faisait les mêmes notes tout le temps. Il avait une lead principale. Voilà, un peu dans l'idée, c'est un peu ça. Il avait donc sa mélodie qui tourne en boucle, comme dans le rap. Dans le rap, on a une mélodie lead qui tourne en boucle. Ça change évidemment s'il y a un refrain ou quoi que ce soit, mais sinon, de manière générale, un morceau de rap, il est construit comme ça. Il a une mélodie principale qui tourne en boucle. À ça, on ajoute des percs, des cymbales, on ajoute des drums, on ajoute des effets, etc. Ça, en termes de similitude sur la mélodie, on y est. Au niveau de la similitude des lyrics, ça va être compliqué de trouver quelque chose de similaire, évidemment, puisque le parler de l'époque n'est pas le même qu'aujourd'hui, mais dans l'idée, aujourd'hui, on pourrait comparer du Georges Brassens à, par exemple, ça peut être du Kerry James, qui a quand même un avis très poussé sur la politique, etc., sur la justice en général. Mais pas que, Georges Brassens, c'est ce que je disais précédemment, il aime aussi donner dans le provocateur. Et aujourd'hui, dans le rap, on a quand même beaucoup d'artistes qui sont provocateurs. Je vais prendre un exemple tout con, Lorenzo. La séquence qui va suivre doit être prise au second degré. Je répète, la séquence qui va suivre doit être prise au second degré. Ils rêvent tous d'attraper Lolo, un pop, une moustache sur les portraits robots, 4 mecs WhatsAppés et des sacs de rando. La police voit du shit dans toutes mes vidéos. Petit à l'école, ils se faisaient frapper, pouvaient devenir quelqu'un mais sont devenus condés. Ils veulent se venger, cherchent de l'autorité. La vie se résume à pas se faire choper. Je veux faire l'argent du P, l'État.
survole le fisc et toutes les lois. Nique la bague, la vie de ma mère, la douane est stup, marche en l'air, fais ce qu'il est keuf, j'sais comment faire, ouais la justice, quelle salope. Nique la bague, la vie de ma mère, la douane est stup, marche en l'air, fais ce qu'il est keuf, j'sais comment faire, ouais la justice, quelle salope. Barricadé. Hein? La résine de quoi? Ah là là, j'ai déjà vu ça à la télé. Non, moi j'aime pas ça. Ah, moi je fume pas. Ouais, t'inquiète, bonne journée. Évidemment, il y a 60 ans d'écart entre les deux, mais dans l'idée, c'est un peu ça. Au niveau des lyrics, on a quand même soit provoquant, soit conscient, parfois un peu des deux. Fun fact, Nekfeu fait donc une référence à Georges Brassens, donc même une référence très poussée, puisqu'il reprend les paroles de Brassens dans la balade du Frémont. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Mais les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Non, les braves, j'en aime pas que l'on suive une autre route que. Du coup, je vous vois venir, hein, les puristes, les gens, ouais, la musique, nanana, surtout mon père, enfin les gens de la génération comme mon père, etc. Ils vont me dire, ouais, mais c'est outrageant de comparer Georges Brassens, qui était un génie, avec de la merde comme le rap, voilà, il y a plein de gens qui pourraient dire ça. Et je pense que c'est faux. C'est faux parce que je pense à un truc tout con, mais quand les gens me disent ouais la musique d'avant c'était mieux machin et tout, si on écoute du Claude François, du Johnny Hallyday, des trucs comme ça, moi j'aime bien, hein, je vais pas critiquer. Par contre, ce qu'il faut bien être conscient, c'est que ces gens-là n'étaient absolument pas auteurs, compositeurs, interprètes, c'était juste des interprètes en fait. Ils reprenaient des chansons qui étaient américaines, des chansons anglaises, ils les adaptaient en français, parfois ils changeaient rien, juste ils traduisaient les paroles en français. Je cognerai le jour. Et vraiment, donc la musique d'avant c'était bien, mais aujourd'hui, là où on peut se vanter quand même d'avoir une certaine culture dans le rap, c'est que les mecs, même si moi je vais pas écouter forcément tous les styles de rap, etc., les mecs ont quand même le mérite de se dire que ils écrivent leur propre texte, comparé à l'époque où les gens se contentaient juste d'interpréter un morceau qu'ils avaient entendu, ils se disent « Ah bah ça, moi j'aime bien, allez hop, je prends les droits ». Quoi. Ensuite, bon, on peut prendre un exemple concret sur les lyrics, par exemple, comment ça se construit dans la musique, c'est la même chose que dans le rap, c'est la même chose. On va avoir des rimes en A, B, A, B, A, 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 ou B, 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 B. En gros, c'est nananana, et nananana, ha, nananana, he, nananana, ha. Ça, en gros, c'est A, B, A, B. Voilà, ça se construit comme ça. Ensuite, bon, évidemment, la différence, ça va être le flow porté. Georges Brassens chantonne plutôt qu'il ne rappe. Mais si, par exemple, et c'est là où ça va être très pertinent, on prend des paroles de Georges Brassens, qu'on les met sur une instru rap, qu'on ajoute des bacs, etc. Est-ce que vous pensez que ça ferait pas du rap? Eh bah, on va le savoir tout de suite. Je passe la main à mon alter ego Alpha Sensei, qui va vous interpréter la chanson du Gorille, remaniée évidemment. Alors c'est du made in maison, faut pas m'en vouloir par rapport au son, etc. C'est compliqué de faire un bon mix hein, pour quelqu'un d'amateur comme moi. Donc, n'en tenez pas rigueur, juste appréciez entre guillemets le fait que ça passe. Vraiment, ça passe très très bien. Du coup, je vous laisse en même temps découvrir le nouveau visuel d'Alpha Sensei qui va être comme ça maintenant tout le temps. Chaque fois qu'il va y avoir un clip, un freestyle, un machin bidule, c'est comme ça qu'il va se présenter. Alors oui, je parle d'Alpha Sensei comme si c'était une autre personne. Dans l'idée, c'est un peu ça. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que y a le rappeur, il y a le youtubeur, et puis il y a le Ulysse de la vie de tous les jours. On est trois personnes totalement différentes. En gros, c'est important de savoir se détacher de ce truc-là. Je prends un exemple. Je reviens sur Lorenzo, par exemple. Lorenzo, dans la vie de tous les jours, croyez pas qu'il est rien, qui parle comme ça, et qui dit tout le temps amen, tu vois. Non. Genre, ce serait trop compliqué à tenir, tu vois. C'est des rôles, en fait. Donc voilà, en gros, le nouveau visuel, Alpha Sensei, je vous laisse l'apprécier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en vert. Vraiment, abonnez-vous. Rejoignez-moi sur mes réseaux, qui s'affichent ici. C'est important, Instagram, etc. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt. Ah oui,
une dernière chose, activez la cloche. Je le dis jamais, activez la cloche, allez-y. Et abonnez-vous, rejoignez-moi sur mes réseaux évidemment. C'était Erosan, à bientôt. Cette fin était tout à fait nulle, à chier. Alpha Sensei, J.B., Georges Brassens, premier rappeur de France. C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplaient un puissant gorille, sans souci du qu'en dira-t-on. Avec impudeur c'est commère, l'on est même un endroit précis que rigoureusement ma mère m'a défendu de mère ici. Gargori, 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 ouais Gargori, 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 ouais Gargori. Hein? Tout à coup la prison bien close, où vivait le bel animal. Son mot c'est pourquoi je suppose qu'on avait dû la fermer mal. Le singe en sortant de sa cage, dit c'est aujourd'hui que je le perds. Il parlait de son pucelage, vous aviez deviné j'espère. Patron de la ménagerie, criait t'es perdu, nom de nom. C'est assommant car le gorille n'a jamais connu de guenon. Dès que la féminine engeance sut que le singe était puceau, au lieu de profiter de la chance, elle fit feuler le fuseau. Gargori, 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 ouais Gargori, celle-là la même qui n'a guère le couvé d'un œil décidé, furent prouvant qu'elle n'avait guère de la suite dans les idées. D'autant plus vaine était leur crainte que le gorille est un luron, supérieur à l'homme dans l'étreinte, bien des femmes vous le diront. Gargori, 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 ouais Gargori, tout le monde se précipite hors d'atteinte du singe en rut, sauf une vieille décrépite et un jeune juge en bois brut. Voyant que tout se dérobe, le quadruman accéléra son dandinement vers la robe de la vieille et du magistrat. Bah, soupirait la centenaire, qu'on puisse encore le désirer, ce serait extraordinaire et pour tout dire inespéré. Le juge pensait impassible, qu'on me prenne pour une guenon, c'est complètement impossible, la suite lui prouva que non. Gargori, 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 ouais Gargori.